Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire inspirante de Huawei et de son fondateur, Ren Zhengfei. Ren Zhengfei, né dans une famille modeste en Chine, a surmonté de nombreux obstacles pour créer l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde. Son ambition, sa détermination et sa vision ont transformé Huawei en un leader mondial de l'innovation technologique. Malgré les défis, Ren Zhengfei a su rester fidèle à ses valeurs et à sa vision. C'est ce qui a permis à Huawei de devenir un géant de l'industrie des télécommunications. Dans cette vidéo, nous explorerons le parcours exceptionnel de Ren Zhengfei, les défis qu'il a dû surmonter et l'impact mondial de Huawei sur l'industrie technologique. Rejoignez-nous pour découvrir comment un jeune homme issu d'une famille modeste a réussi à construire un empire technologique mondial. Vous êtes prêts? Alors, embarquons ensemble dans ces récits hors du commun. Ren Zhengfei est né le 25 octobre 1944 à Guizhou, une province chinoise très pauvre et peu développée. Ses parents étaient instituteurs. Il était le 7e enfant de la famille. Son père et sa mère étaient si pauvres qu'ils n'avaient même pas de chemise décente jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme d'études secondaires. C'est peut-être pour cela que Zhengfei était très renfermé et peu communicatif à l'école primaire. Que dire de plus? Le gars s'est même vu refuser l'admission au Komsomol chinois en raison de son esprit de collectivisme prétendument insuffisamment développé. Mais, en dépit de ces circonstances extérieures, il a obtenu son diplôme avec mention. En 1963, il est entré de manière indépendante à l'Université nationale de Chongqing, une institution assez prestigieuse, spécialisée à l'époque dans la formation d'ingénieurs civils. Bien sûr, personne ne pouvait imaginer qu'un homme ordinaire issu d'une famille pauvre puisse réussir, mais, apparemment, il avait ses propres projets de vie. Après avoir obtenu son diplôme à l'Université nationale de Chongqing, à l'époque de la Révolution culturelle chinoise, Zhengfei s'est posé la question de savoir ce qu'il allait faire ensuite. Travailler dans l'industrie comme tout le monde ou poursuivre quelque chose qui lui tenait à cœur? Eh bien, je pense, comme vous l'avez deviné, qu'il a choisi la seconde option. En général, il n'est pas allé travailler, il a décidé d'étudier sérieusement l'électronique et il l'a fait seul, en utilisant les manuels de l'université de Shanghai. Et c'est un simple hasard qui l'a poussé à de tels exploits. Un jour, il s'est trompé de bureau à l'université de Chongqing et s'est retrouvé à une conférence donnée par Zekang, un pionnier dans le domaine de l'informatique en Chine, au cours de laquelle Zekang expliquait aux étudiants le rôle d'un ordinateur. Mais selon Zhengfei lui-même, il n'avait rien compris de cette conférence de 2 heures donnée par Zekang. Cependant, c'est elle qui a alimenté son intérêt pour l'informatique. Alors, Zhengfei partait chaque jour à la recherche de nouveaux livres et matériels sur l'informatique. Certains livres, il les trouvait dans la bibliothèque de l'université, mais d'autres, il devait les échanger contre des objets de valeur. Certains de ces livres arrivaient en Chine en provenance d'Amérique et du Japon. Cela a duré plusieurs années, jusqu'à ce qu'il construise sa vie d'adulte. C'est à ce moment-là que Zhengfei a rencontré de gros problèmes. Le problème est qu'il n'existait aucune forme de propriété non étatique dans le pays et que le gel des relations économiques extérieures se poursuivait activement. Il n'y avait tout simplement pas d'emploi et que ceux qui existaient n'offraient qu'un revenu minimum, ce qui, de toute évidence, n'était pas suffisant pour Zhengfei. L'un des rares ascenseurs sociaux était l'armée. Zhengfei a fait ce que beaucoup de ses pairs ont fait. Il a rejoint les rangs de l'armée populaire de libération de Chine. Dans une interview à la BBC, il a déclaré « J'étais un officier de très bas rang dans l'armée populaire de libération, servant dans un projet de construction régulier d'un institut de recherche, et non dans un bureau extérieur. J'ai d'abord travaillé comme technologue, puis je suis devenu ingénieur dans le département des technologies de l'information. Mais d'une manière ou d'une autre, Zhengfei n'a quitté l'armée qu'en 1983. Et d'ailleurs, il n'a pas quitté l'armée de son propre gré.
il a simplement été licencié en raison de la dissolution du corps du génie. Ainsi, devenu un civil ordinaire, Zheng Fei a déménagé à Shenzhen, où il a finalement trouvé un emploi d'ouvrier ordinaire dans une compagnie pétrolière, où il a travaillé au moins 4 ans. Zheng Fei s'est alors rendu compte que son avenir était en plein suspens. Il avait déjà la quarantaine, donc il était peu probable qu'il ait l'occasion de changer quoi que ce soit. La politique interne chinoise ne lui donnait tout simplement pas l'occasion de faire ses preuves en créant sa propre entreprise. Il en a été ainsi jusqu'en 1987, date à laquelle l'administration chinoise de la ville de Shenzhen a publié le décret numéro 18 autorisant les particuliers à créer des entreprises privées dans le domaine de la haute technologie. Ainsi, fort de ses connaissances et de son expérience dans le domaine des communications et des premières technologies de l'information, et compte tenu de l'évolution de la Chine sur le plan technologique, Zheng Fei s'est mis à rechercher activement des capitaux. En général, il ne comprenait pas pourquoi la Chine à cette époque ne produisait pas elle-même des téléphones, des téléviseurs, des ordinateurs et d'autres équipements, mais préférait les acheter à d'autres pays. C'est pourquoi il n'a pas réfléchi longtemps au choix du créneau, décidant de miser sur les produits de télécommunications. Son plan consistait à attirer des développeurs locaux et à créer un fabricant entièrement national. Mais de l'idée à la réalisation, il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Le capital minimum autorisé, requis par la municipalité de Shenzhen pour enregistrer une entreprise privée, était de 20 000 yuan, mais en outre, au moins 5 actionnaires étaient requis parmi les fondateurs. Compte tenu de cette exigence et du fait que Zheng Fei avait lui-même de bonnes relations après avoir servi dans l'armée et travaillé dans une société pétrolière, cette exigence a été couronnée de succès. Mais une fois les questions financières résolues, il fallait trouver un nom. Bien entendu, ce nom n'est pas le fruit du hasard. Le nom original de la marque Huawei utilise 2 caractères. Le premier provient du mot chinois signifiant fleur. Le deuxième symbole signifie réalisation ou action. Le premier logo de Huawei faisait allusion à la signification de l'un des hiéroglyphes formant le mot Huawei en chinois qui signifie une fleur. Le logo le plus ancien contenait certains des éléments qui ont été utilisés sur les versions ultérieures, les pétales multiples, la couleur rouge et le mouvement ascendant. Dès les premiers jours de son existence, l'activité de Huawei visait à revendre des commutateurs pour téléphone. Il était pratiquement impossible de commencer à produire et à vendre ses propres équipements à cette époque, car cela nécessitait d'énormes capitaux dont Zheng Fei ne disposait évidemment pas. À la fin des années 80, la jeune entreprise s'est donc contentée de revendre des équipements de télécommunications qu'elle achetait à Hong Kong et qu'elle revendait avec une majoration dans les provinces rurales de Chine. Tous les bénéfices étaient ensuite réinvestis dans le développement et la recherche interne. La petite entreprise Huawei, dont les bureaux se trouvaient dans une seule pièce, a progressivement gagné suffisamment d'argent pour cesser de revendre, forçant ainsi les entreprises importées à quitter la Chine, dont la part de marché atteignait à l'époque jusqu'à 100%. Ainsi, en 1990, l'entreprise disposait déjà de son propre centre de recherche avec environ 500 employés. Pour ainsi atteindre ces objectifs, Zheng Fei invitait d'anciens collègues et des étudiants talentueux à travailler dans son entreprise. Zheng Fei a construit son entreprise de manière intuitive, car il comprenait lui-même les processus. Quant aux premiers résultats des travaux du nouveau centre de recherche de Huawei, il s'agit du commutateur CNC0 8. Ce commutateur était reconnu comme le plus puissant de Chine. L'équipement se distinguait des conceptions concurrentes par sa puissance élevée, et le commutateur lui-même était capable de desservir jusqu'à 1 millier d'appareils. Et c'est d'ailleurs cette invention qui a radicalement changé l'histoire de Huawei. En effet, il a permis la signature d'un contrat avantageux pour le déploiement d'un réseau téléphonique. Après le lancement de la fourniture d'équipements aux petites villes chinoises et aux zones rurales, il ne faisait aucun doute que Huawei s'était lancé sérieusement et pour longtemps dans ces secteurs.
Le premier contrat avec le gouvernement chinois portait sur la création d'un réseau national de télécommunications pour l'Armée populaire de libération de la Chine. Lors de la rencontre de Zheng Fei avec le secrétaire général du Parti communiste de l'époque, Jiang Zemin, ce dernier a déclaré qu'un État qui ne se développe pas dans le domaine des télécommunications est comparable à un État qui n'a pas de forces armées. C'est à partir de ce moment que la croissance intensive de la marque Huawei a commencé. En 1995, les ventes de Huawei ont atteint 1,5 milliard de yuan, en grande partie grâce à ses activités dans la plupart des régions de la Chine. Un an plus tard, un événement tout aussi important pour l'entreprise se produit. Les autorités chinoises ont annoncé un soutien global aux fabricants nationaux de télécommunications. Cela a donné un élan positif au développement de l'entreprise. En 1997, l'entreprise a fait son entrée sur le marché international en signant un contrat pour la fourniture d'équipements à Hutchison Whampoa. L'entreprise a décidé alors d'élargir ses frontières et a ouvert des laboratoires de recherche en Inde et en Suède, où elle a travaillé activement au développement de logiciels de télécommunication. Dans le même temps, Huawei a conclu un contrat de conseil en gestion avec IBM, ce qui lui a permis au cours des 2 années suivantes de modifier la structure de gestion et de commencer à préparer une expansion mondiale à grande échelle. Les revenus de Huawei provenant de ses activités économiques à l'étranger ont alors atteint 100 millions de dollars par an. À l'époque, ces chiffres étaient tout simplement délirants. Puis, en 2001, Huawei a atteint les États-Unis, où elle a ouvert 4 centres de recherche. Ainsi, après avoir conquis le marché chinois et étranger des télécommunications, Zheng Fei a décidé d'élargir le champ de ses activités à la production de gadgets grand public. L'entrée sur un nouveau marché s'est traduite par la création de la division Huawei Device en 2003. Et le résultat n'a pas tardé, car les ventes étaient très fructueuses. Ainsi, en 2004, l'entreprise a développé des réseaux de 3e génération pour l'opérateur néerlandais Telfort dans le cadre d'un contrat de 25 millions de dollars. Également, en 2004, une coentreprise avec Siemens, annoncée un an plus tôt, a été lancée, visant à développer et à améliorer la norme de communication TD-SCDMA, une technique de transmission pour la téléphonie mobile, dite de 3e génération, développée par la Chine. Les actions de la société s'élevaient à au moins 50%. Siemens a reçu une participation majoritaire et l'investissement total s'est élevé à plus de 100 millions de dollars. En 2005, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, les revenus sur les marchés étrangers ont dépassé les revenus sur les marchés intérieurs. Après quoi, un accord a été signé avec Vodafone, faisant de Huawei la première entreprise chinoise à recevoir l'approbation de Vodafone Global Supply. Un contrat a également été signé avec British Telecom pour le déploiement d'un réseau d'accès multiservices et d'équipements de transmission de données pour l'industrie des télécommunications britanniques, ainsi que pour le soutien au développement ultérieur des infrastructures. En parallèle, une autre présentation du nouveau téléphone 3G Huawei U626 a eu lieu. Huawei U626 était un téléphone pliable très populaire à l'époque. Le design original de ce téléphone avec 2 écrans a permis à la marque Huawei de recevoir un prix prestigieux du Charlton Media Group. La majeure partie de l'année 2008 s'est déroulée pour Huawei sous le signe d'un conflit de brevets avec Cisco Systems, une entreprise américaine. Cisco Systems a affirmé que la marque chinoise leur a volé des logiciels. 5 brevets, de la documentation technique et le code source de Cisco étaient en jeu. Les parties au conflit ont commenté différemment cette fin de litige. En 2008, Huawei a ouvert un centre d'innovation à Sydney en collaboration avec Optus et a lancé un grand projet de création de réseaux de nouvelle génération avec accès mobile à haut débit sur le marché américain pour TELUS et Bell Canada. En juillet 2010, Huawei est honoré d'une place dans le Global Fortune 500.
C'est une liste de 500 entreprises mondiales classées selon l'importance de leur chiffre d'affaires. Huawei y est parvenu grâce à un volume de vente de 23 milliards de dollars et à un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars. Selon les statistiques, en 2010, plus de 80% de tous les opérateurs de téléphonie mobile ont coopéré avec l'entreprise chinoise. Ainsi, Huawei est devenu tout simplement indispensable dans de nombreux pays du monde. Huawei s'est alors concentré sur la création de smartphones plus économiques et, au départ, il n'avait pas l'idée de créer quelque chose de méga innovant, mais une tâche simple. Fabriquer un smartphone abordable et y mettre tous les éléments essentiels. Ainsi, la tactique a permis de prendre en peu de temps la 3e place dans la liste des meilleurs fabricants de téléphones portables. Et la marque elle-même n'a perdu face à la concurrence des monstres tels qu'Apple et Samsung. En 2012, la célèbre magazine The Economist a désigné Huawei comme le plus grand vendeur d'équipements de télécommunications au monde, ajoutant que dans un avenir proche, il est peu probable que quiconque soit en mesure de rivaliser sérieusement avec l'entreprise. De plus, en 2014, l'entreprise a de nouveau été prise dans un scandale désagréable en publiant en ligne un teaser de l'exposition MWC, dans lequel Huawei se moquait ouvertement des produits Apple. C'est au cours de cette exposition que la première tablette Mediapad X2 a été présentée, qui a ensuite été reconnue comme l'appareil le plus compact au monde. Quelques mois plus tard, les smartphones Huawei Ascend P7 et Ascend Mate 7 ont été commercialisés. D'une manière générale, 2014 est considéré comme une année de percée et de développement dans l'histoire de la marque. La croissance du bénéfice net a atteint la barre des 4,5 milliards de dollars. Et puis, pour la première fois dans l'histoire, Huawei a été reconnu comme le leader du marché des télécommunications. Ensuite, il y a eu un scandale d'ampleur mondiale. La raison en était une déclaration très médiatisée des services de renseignement américains selon laquelle les équipements de Huawei ne répondent pas aux normes de sécurité modernes. En fait, les Américains ont accusé la société Huawei d'espionnage. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré lors d'une conférence de presse que Huawei s'était livré à des pratiques commerciales déloyales allant à l'encontre des principes économiques. Selon Christopher Wray, le bien-être de l'Amérique est étroitement lié à sa sécurité nationale et l'influence croissante du gouvernement chinois sur des entreprises telles que Huawei constitue une menace plus grande. L'entreprise a nié toutes ces accusations. Malgré tous ces conflits, qui ont constitué une partie importante de l'histoire de Huawei, la marque chinoise continue d'être leader dans son secteur. Au premier trimestre 2020, le bénéfice net a augmenté de 20% et le fournisseur chinois a même dépassé Apple et Samsung en termes de volume de vente. Aujourd'hui, Huawei est une entreprise prospère avec une capitalisation de plusieurs milliards de dollars et surtout un énorme potentiel de développement ultérieur. Depuis la fin des années 90 du siècle dernier, Huawei a connu une croissance et un développement actif. Ses partenaires étaient de nombreuses entreprises mondiales telles que Siemens, Nokia, Motorola et Telecom. Aujourd'hui, Huawei est le leader mondial de la technologie 5G. Le géant des télécommunications Huawei permet d'apprendre comment faire des affaires. La direction de Huawei a prouvé, au cours de ses 30 années d'existence, qu'il est possible de construire une entreprise presque à partir de zéro, capable de prendre une place digne de ce nom dans l'industrie mondiale. L'entreprise continue à se développer activement. Quant au père fondateur Zheng Fei, il est toujours le président de l'entreprise. Il a 79 ans, sa fortune s'élève à 4 milliards de dollars. D'une manière générale, Huawei peut être qualifiée d'entreprise familiale. En somme, l'histoire Huawei peut se résumer en une entreprise fondée par un simple garçon, issu d'une famille pauvre. Grâce à ses efforts, il a pu non seulement bâtir une entreprise à succès, mais aussi changer nos vies en général grâce à ses nombreux développements. Ok, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui.
Je ne me suis délibérément pas attardé sur les produits de l'entreprise, car notre vidéo pourrait alors durer plusieurs heures. Dans l'ensemble, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, soutenez la chaîne simplement en aimant, en partageant et en vous abonnant à la chaîne. À la prochaine.